Europe 1, il est 8h36, la revue de presse. La revue de presse, bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, Le Réveil des Jeunes, fait trembler le gouvernement. La Croix, comment le travail divise la gauche. Le Parisien, réforme du droit du travail. Hollande face au péril jeune. Pendant ce temps, les Échos nous alertent. L'industrie française ne profite pas de la reprise. Mais c'est le nouveau couple de l'Amérique qui occupe la plupart des unes. Le Monde, Trump et Clinton, la course en tête. Libération, ce qui peut faire tomber Trump. Et justement, on commence par les primaires républicaines, les primaires américaines. Oui, républicaines aussi. Oui, ça marche aussi. Faut-il avoir peur du grand méchant Trump ? Se demande Johan Hufnagel dans Libération. De nouveau, on a tout le panel ce matin, tout le panel des adjectifs. Vulgaire, opportuniste, démagogue, extrémiste. Bah oui, sauf que le Parisien constate, si les jeunes qui boudaient Hillary Clinton pourraient être tentés de revenir vers elle pour barrer la route à Donald Trump, il est toute une part de la population chez qui il soulève un étonnant enthousiasme. Et le journal donne ce chiffre clé. La participation des Républicains lors du Super Tuesday a augmenté de 66% par rapport à 2008. Celle des démocrates s'est au contraire effondrée de 68%. Géraldine Wessner nous raconte d'ailleurs comment le Parti républicain est incapable de contrer cet encombrant candidat, même en clamant qu'il n'a rien de républicain. Au contraire, pour une partie de l'électorat, ça sonne comme un argument en sa faveur. Le Figaro y ajoute une donnée également intéressante. Nombre d'électeurs de Bernie Sanders disent vouloir voter pour Donald Trump si leur candidat échoue à la primaire. Bref, un dynamitage en perspective de la vie politique américaine. Il paraît, Natacha, que les enseignants grondent. Mais oui, et c'est la une du Figaro ce matin. Alors non, là, c'est pas les enseignants qui grognent, c'est les parents. La grogne monte contre les absences des enseignants. Mais sauf que le journal nous le dit, ils sont pourtant moins absents que les autres fonctionnaires. Mais quand un professeur manque, de fait, ce sont potentiellement 5 ou 6 classes qui sont concernées, soit environ 400 parents, et des parents qui désormais n'hésitent pas à mobiliser la justice. Pour autant, excepté dans des zones comme la Seine-Saint-Denis, où là, le manque d'enseignants est un véritable scandale, eh bien, en fait, le principal problème de l'école est plutôt décrypté dans le magazine Causeur. En une, latin, grec, orthographe, collège, réforme du lycée, prof, ne lâchez rien. L'expression d'ailleurs qui se propage, c'est celle de résistance passive. Dès lors qu'on affaiblit ou qu'on dilue l'enseignement du latin ou de l'allemand, langue à déclinaison, explique un professeur de lettres, on touche à la grammaire, mais aussi aux fonctions cognitives, analyse et synthèse, logique, mémoire, attention. On touche donc indirectement à la vigilance intellectuelle et à l'esprit critique. Mais surtout, on découvrira dans le dossier un portrait de Florence Robine, vous ne la connaissez pas, elle est directrice générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO, cœur du réacteur de l'éducation nationale. Et elle est capable de phrases délicieuses comme « On n'a pas forcément besoin d'un enseignant pour apprendre, les enfants apprennent aussi bien entre eux ». Il faudrait qu'elle aille l'expliquer aux parents de Seine-Saint-Denis, qui sont quand même très 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 inquiets. C'est déjà le printemps des poètes ? Mais oui, et ça c'est la grandeur d'un journal comme l'Humanité, pouvoir consacrer une double page à un poète. Les mots d'Olivier Barbaran sont exigeants, précis, mais ils nous parlent du sens de nos vies. La poésie paraît dérisoire, dit-il, notre amour pour elle devient quasi clandestin, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas tenace ni essentiel. Sans horrible prétention au message, mais parce que le sentiment l'exige, autrement le poème ne vaudrait rien, affleure dans les cendres un rappel des braises. Oui, la poésie pour lui est tentative de rivaliser avec cette diversité qui s'appelle la vie. Nous sommes, dit-il, à la fois des volcans et des allumettes, et la déploration est aussi protestation. Un éloge dans cette revue de presse, l'éloge du travail manuel. Oui, et on n'est pas si loin de la poésie finalement. Télérama s'intéresse au travail d'un chercheur en philosophie, Matthew Crawford, qui est également réparateur de motos. Son premier essai, Éloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur du travail, fut un best-seller. Ouais. Mais oui. Et c'est en assurant la promotion de ce livre, en voyageant donc, qu'il a été frappé par ce qu'il appelle une nouvelle frontière du capitalisme, le fait que notre espace public est colonisé par des technologies qui visent à capter notre attention. Partout des écrans de publicité, des haut-parleurs qui crachent de la musique. Et dans les aéroports, par exemple, le seul endroit qui en est exempt, c'est le salon à faire. Il faut payer pour avoir droit au silence et à la concentration. Mais en fait, le philosophe ne se contente pas d'une critique classique de la technologie. Il y voit la conséquence de la pensée des Lumières et de son projet au départ émancipateur de faire de l'homme un individu totalement autonome. Le résultat de cette responsabilité radicale, c'est l'augmentation du fardeau qui pèse sur nous. Celui de devoir nous libérer seuls de ce qui nous a servi, les technologies envahissantes, la malbouffe, le reste. Alors la solution, les mains dans le cambouis.
Le travail manuel, artisanal, qui nous oblige à sortir de nous, qui nous aide à revendiquer le droit à jouir du silence, à ne pas être interpellé. Et à propos de technologie, que font les ados de leur smartphone? Ah ben ça oui, l'Obs est allé regarder ce qu'il y a dans le portable de nos ados et ce qu'ils font au saut du lit quand ils saisissent l'objet avant même d'avoir prononcé leurs premiers mots. Alors on regarde Facebook, Instagram, on fait valider son look par les amis. Et puis en cours, ça continue, on commente les propos du prof, on invente toutes les techniques pour tricher, on drague, on essaie de ne pas se faire ruiner sa réputation. Vous apprendrez tout le vocabulaire avec les petites émoticônes, enfin tout ça. Ces jeunes, nous dit un pédopsychiatre, sont dans une impatience permanente. Plus rien n'est hiérarchisé. Je suis étonnée, dit-il, de voir tous les jours des parents se plaindre du portable, des jeux vidéo dont leurs enfants sont plus ou moins esclaves, et en même temps ne cesser de leur en offrir de plus en plus jeunes. Bah oui. Alors on leur conseillera plutôt d'offrir à leurs enfants le livre de Matthew Crawford, et pourquoi pas l'Humanité, et pourquoi pas quelques livres de poésie. Et pourquoi pas de la poésie? Un clin d'œil. Oui, et certains d'entre vous ont peut-être lu la vertigineuse nouvelle de Borges, la bibliothèque de Babel. L'écrivain argentin imaginait une bibliothèque contenant tous les livres, c'est-à-dire toutes les combinaisons de mots et de phrases à partir des 26 lettres de l'alphabet. Eh bien, Paris Match nous apprend qu'un jeune homme vient de créer un logiciel donnant naissance à cette bibliothèque, alors avec des livres de 410 pages, et le résultat, 29 puissance 1 312 000 livres dans cette bibliothèque. Et vous pouvez vous promener dedans. Et le vertige, il est là, avant même sa rédaction. L'interview de cet inventeur de logiciel existait déjà. Mur 1, étage 2, volume 11. Cette revue de presse aussi, en fait. Et puis même celle de demain, et peut-être même le programme politique qui nous sortirait du marasme. Mais où est-il ? Mais où ? On le cherche, on cherche. Merci beaucoup, Natacha Polony, c'était la revue de presse.